Bonjour Enzo Enzo. Bonjour Christiane. Merci d'avoir accepté d'accorder cet entretien à la musique des langues. Il viendra clore une playlist consacrée au français, qui est une langue riche d'une très belle et très longue tradition du côté de la chanson. Et justement, du côté de la chanson, la tradition vient de marquer un point avec la sortie de votre CD Pantoum. Merci Christiane de m'inviter à cette exploration des voix. Vous savante et moi pas. Je suis très artiste intimidée. Et moi pas. Voilà. Alors déjà, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas vous voyer. Comme on va se parler, je serai moins intimidée si je peux vous tutoyer. Donc je préviens vos auditeurs qu'il ne faudra pas vous en vouloir, que vous n'êtes pas une crâneuse et que c'est simplement moi qui suis très mal élevée. Ok, voilà. tu. Donc C'est bon. on se dira tu. Pourquoi Pantoum ? J'ai découvert le mot pantoum en cherchant un titre pour le spectacle. J'ai été chercher sur internet des mots, comment on disait poème en swahili, comment on disait poème ou poète ou trajectoire ou mélange. Je cherchais des mots comme ça pour donner quelque chose de sonore en fait. Et je suis tombée sur ce mot, pantoum, qui est une forme de poème malais. Et il a sauté dans mes bras. Donc c'est la musique du mot qui t'a séduite. C'est la musique du mot qui m'a emballée. J'y ai entendu un nom de cirque. Moi j'aime beaucoup ça. J'avais dedans quelque chose comme le loukoum, comme les pantoufles, et comme en même temps les pantoums, comme si on était des clowns qui allions arriver sur la scène. Et du coup ça réunissait ce côté très enfantin, très joueur, et très intime et très réconfortant. Dans ce mot, il y avait tout ça. Et je me suis dit, oui, c'est pantoum. Et en plus, par bonheur, c'est une forme de poème. Voilà. Donc c'était vraiment joyeux. Dès qu'il y a rencontre musique et poésie, on se demande qui vient en premier. Prima la musica, prima le parole. Et comment ça se passe chez toi ? Est-ce que c'est d'abord la musique comme Brassens qui t'interpelle, ou bien tu pars d'un texte ? Souvent, c'est le timbre d'une voix qui me prend. Alors, pour Pantoum, ma recherche a commencé avec les textes. Mais, dans mon idée, j'avais l'inspiration d'un compositeur que j'aime beaucoup, qui est Gabriel Yared, auquel j'ai demandé de composer sur mon projet. Donc je lui ai écrit, et il m'a dit, mais oui, bien sûr, envoie-moi des poèmes auxquels tu as pensé. Je lui ai envoyé 3 poèmes, un texte d'Emily Dickinson, un texte de Aragon et un texte de Anna de Noailles. Et il m'a réécrit tout de suite en me disant, d'accord, je te suis dans cette aventure. Puis très vite, il m'a demandé de lui dire. Et j'étais très intimidée parce que je ne sais pas dire, moi je suis une chanteuse. Donc je les ai lus, mais j'avais extrêmement peur. Donc quand je m'enregistrais, j'écoutais ma voix et je la trouvais beaucoup trop empoulée, beaucoup trop chantante, beaucoup trop maniérée. Voilà, c'est le mot. Et ça a une portée négative. J'étais intimidée, donc j'ai envoyé mes enregistrements à Yvon Lemaine. Yvon a l'art de dire, mais il dit ses textes. Je lui avais envoyé mes enregistrements en lui disant, Yvon, est-ce que tu as l'impression que je peux oser dire quelque chose, toi qui en as l'habitude, toi dont c'est l'expression. Et il m'a répondu en me disant qu'à partir du moment où les gens aimaient ma voix, parce qu'ils la connaissaient, ils ne pouvaient que être charmés par le fait que c'était le même timbre qui allait prononcer ces mots. J'ai fini par envoyer les enregistrements à Gabriel Yared, qui m'a dit « Oui, ça m'aide beaucoup parce que je comprends dans ta manière de rythmer les phrases, de faire les césures, dans la manière d'accélérer, dans la manière de te poser, je ressens ce que tu ressens et du coup, je vais pouvoir aller dans ce sens dans ma composition. » C'est passionnant là, vraiment. Je découvre un itinéraire qui est tout à fait intéressant. Mais oui, parce que tu lui as fourni la musique sur laquelle lui allait pouvoir mettre de véritables notes, quoi. Donc tu lui as fourni la musique de la langue. Ça aurait pu être très bien, sauf que au bout d'un moment, Gabriel m'a dit « Écoute, Co, je ne pourrais pas composer des chansons, je te donne des musiques et tu les diras. » Et je me suis dit « Non, mais
je ne vais pas dire, je veux bien dire un peu avec un micro des textes entre deux chansons, mais pas dire tout sur ces musiques. Il s'est fait que j'ai gardé ces thèmes sur lesquels j'ai dit des musiques dans le spectacle Pantoum, Oui. mais qu'on n'a pas enregistré dans l'album. Parce que dans l'album, il y a une musique de lui. Vous avez donc quand même trouvé un compromis alors, puisqu'on entend sa musique et puis Bien on sûr. entend ta voix parler. Bien sûr, Voilà. absolument, on a Voilà. trouvé ce compromis, C'est ça. parce que je voulais absolument, pour moi, c'était comme un trésor d'avoir des musiques de Gabriel. Il fait tellement partie des gens que j'admire, dont j'aime le son, dont j'aime l'imagination. Il devait faire partie de ce projet. Donc, voilà. On traverse l'été, la nuit, la neige. On traverse le temps. Coude serré, on apprend. On scoltine, on avance. Il y a du monde au bout. Il y a des mains, des matins, toujours. Ne pas douter de ça. Je répète, il y a du monde au bout. Il y a des mains, des matins, toujours. Par contre, j'avais pas trouvé la solution pour répondre à ce désir de chanson, quoi. Bon, donc je me suis adressée à un compositeur Romain Didier. qui écrit beaucoup Et puis qui a beaucoup écrit pour toi déjà. et qui a beaucoup par le écrit, passé. voilà. Il écrit avec une facilité et il en a besoin. C'est hémorragique. Et d'ailleurs, Romain dit qu'une chanson, ça devrait pouvoir se faire en 10 minutes. Et puis, il a une particularité, Romain, c'est que pour lui, le chanteur est prioritaire, et dans la tonalité, et dans ce qu'il reçoit. Alors, Romain, il connaît ma voix comme sa poche, il aime bien ma manière de chanter, je crois, il aime bien ma manière de m'investir, je crois qu'il aime bien mon timbre de voix, et il dit aussi que, pour lui, c'est toujours la forme qui va primer. Donc, ça a commencé avec la structure des textes, parce que lui adore quand c'est très rigoureux. Il aime quand il y a des rimes, il a l'habitude d'écrire et de vraiment dire tous les E. Chaque note a sa syllabe, chaque syllabe a sa note. Et donc les élisions, très peu pour lui. Et donc quand je lui apportais certains textes, il me disait « Mais là, le nombre de pieds n'est pas régulier, mais là il n'y a pas de rime, et puis là la strophe est plus longue et tout. » Je vais t'expliquer comment on travaille avec Romain. D'abord, il m'a dit « Tu viens, je veux que tu sois là pendant que je compose. Tu es dans la pièce, et comme ça, je sais tout de suite ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ce que tu as imaginé, etc. » Et c'était une très bonne solution. D'ailleurs, il a souvent travaillé comme ça avec ses auteurs. Donc, me voilà partie chez lui. Je restais plusieurs jours, 3, 4, 5 jours. On va dans la pièce où il a un piano, on ne fait que travailler. Il a un beau piano, il a un ordinateur, un clavier et un écran, et donc il compose par bribes. Ah, comme ça, donc devant toi, Oui, instantanément, c'est ça. Voilà. l'impro, quoi. Donc j'arrive, il me dit « Qu'est-ce que tu as ?» Alors je lui sors les feuilles, il s'en fiche, il prend quasiment la première, il la pose devant lui. Il regarde comme ça en diagonale, tac, 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 tac. Et là, il me demande si j'ai une idée, si j'ai imaginé une atmosphère, si j'ai une référence musicale, ou si j'ai une idée, une atmosphère, une ambiance. Oui, tiens, tu vois, j'aimerais bien que ce soit très joyeux, très incisif, très rythmé, ou il pourrait me demander est-ce que tu veux que ce soit une java, est-ce que tu veux que ce soit... Après, il met le texte devant lui et il commence à faire des notes. Donc il avance, il fait 2-3 trucs. Quand je lui disais « Mais Romain, qu'est-ce que tu as fait juste avant ?» Il me disait « Mais je ne me rappelle pas. » Donc, je me suis dit « Oulala !» Sur la table à côté de lui, dans la pièce, j'ai mis mon ordinateur et j'enregistrais absolument tout ce qu'il faisait. Et quand il composait, je faisais
ou oui, ça. Ou alors, non, il me disait, ça te plaît, ça? Il me disait, bon, alors attends, il recherchait. Et si je lui disais, non, mais juste avant, qu'est-ce que tu as fait? Je lui disais, attends, voilà. Je réécoutais. Toi, tu avais gardé les traces. J'avais gardé les traces et je pouvais lui faire entendre. Et quand parfois ça lui plaisait, il me disait, oui, d'accord. Et après, il cherchait autour, avant, après. Enfin, c'était épuisant, mais parfois ça allait beaucoup plus vite. C'est passionnant. Moi, j'aurais jamais imaginé que ça se passait comme ça. Ah, mais je crois que c'est rarissime que ça se passe comme ça. Là, c'est parce qu'il me supporte et puis parce qu'il croyait au projet. Bon, donc on a navigué comme ça. Et il y a un autre truc aussi qui était très spécial, c'est que Romain adore conclure. Et moi, sur certains textes, je n'ai pas du tout besoin que ça résolve. J'ai besoin de rester pour pouvoir dire la suite. Quand on était sûr d'un truc, au moins de 2-3 phrases, hop, il les enregistrait. Et après, on cherchait la suite. Et quand c'était tout fait, on écoutait le bloc, par exemple le couplet, et on se disait, bon, ça va, ça tient. Et ça se tenait sur la première strophe. Mais parfois, avec les poésies, la deuxième strophe n'était pas complètement faite pareil. Donc il fallait que je fasse des aménagements, mais sans trahir le poète. Donc en enlevant un pied ou en faisant une césure ou alors en allant choisir une autre phrase dans une autre strophe du poème, mais on revenait à la maison. Et alors, l'ensemble du travail sur une chanson, ça représente combien de temps? Alors ça dépendait des jours, parfois c'était une demi-journée, parfois on allait se coucher sur un truc en disant on réécoutera demain. Et on réécoute demain. Mais ça pouvait aller vite, c'est-à-dire que quand je restais 2-3 jours, je repartais avec une moisson de 3 ou 4 chansons. C'est ça, oui. Juste une anecdote sur la chanson qui s'appelle « Vous ne saurez jamais », où le texte de Marguerite Yourcenar est exceptionnel. Romain a composé extrêmement vite parce qu'on a eu le même sentiment. C'était aussi fulgurant pour lui que pour moi. Dans ces cas-là, je me sens validée. Tu vois, je suis plus qu'autodidacte en fait, parce que j'ai improvisé mon apprentissage. J'ai appris des choses par cœur et j'ai même pas essayé d'analyser le pourquoi du comment. Et quand je me tourne vers des personnes plus savantes pour qu'elles me composent quelque chose, je dois les convaincre que pour moi, c'est très important qu'ils puissent m'aider à restituer ce que j'ai ressenti. Et ça m'a validé qu'ils soient d'accord artistiquement avec moi, que juste c'est pas un caprice. C'est ça qui est formidable, c'est qu'au finish, on a quoi? On a cet instinct. C'est à ça que l'auditeur est sensible, quand il sent qu'on est tout près de la racine profonde, quoi. Je suppose. Et alors, une fois que c'est validé des deux côtés, il le transcrit. Non, il ne veut pas. Parce qu'en plus, il y a une particularité chez cet homme, c'est que il sait écrire la musique, mais il ne sait pas la lire. Il peut se relire, mais si je lui donne une partition, il ne sait pas le faire. Parce que c'est aussi un autodidacte. C'est ça. Donc je ne sais pas lire la musique non plus. Pour retenir une mélodie, j'écris à côté de ma feuille, le chiffrage américain, là, les lettres... À quel moment ce qui est enregistré apparaît sur le papier? Alors, comme moi je savais que je devais être sûre que je chantais les bonnes mélodies, oui. Et puis pour pouvoir donner aux musiciennes. Ben oui, puisque c'est pas lui qui t'a accompagné. Donc je lui demandais, s'il te plaît, fais-moi la mélodie et donne-moi la grille. Et donc j'exigeais qu'il me note la mélodie. Alors il me la notait au piano, je l'enregistrais. C'est ça. Donc l'ordinateur avale le son et il produit la partition. Il n'est pas obligé de l'écrire lui-même à la main. Non. D'accord. Et puis après, je lui disais, je veux ta grille. Et alors là, je savais très bien que quand j'aurais fermé la porte, il serait reparti sur 64 projets. Donc, c'était sa punition. Je lui disais, Romain, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas ma grille. Donc, tu repars de chez lui avec, si j'ai bien compris, un enregistrement, avec une partition avec la mélodie et avec un papier comportant la grille. La grille. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on passe maintenant à une autre étape, donc la rencontre avec les musiciens. Quand moi j'arrive avec ces bandes audio et quand par bonheur j'ai réussi à repartir avec au moins la grille à la main, j'arrive avec ça et moi il faut que je mette le texte aussi maintenant. Alors l'étape suivante, comment toi tu travailles toute seule avec ton texte et puis qu'est-ce que tu demandes à tes musiciens, à tes interprètes? Puis aux arrangeurs aussi, enfin, elles ont arrangé. Parce que là on savait dans Pantoum que le timbre ça serait piano violoncelle. Voilà. Donc, il y a tout un travail de réalisation, en fait. Oui, c'est ça. À partir de... Voilà. Donc, effectivement, elles sont plus que des interprètes. Un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée et l'envie qu'il avait épousée. Cette dame s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut.
L'ogre un beau jour d'hiver peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue et s'annonce à l'huissier comme prince Ogrovski. La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie et quant aux mioches, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, dont fait par quelques lys à cette calypso. Il était sous le porche et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre et quand on n'a personne avec qui dire un mot. L'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est très simple et pourtant c'est à l'air un peu vite, même quand on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi le mioche du prochain. Le bâillement d'un ogre est frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants on s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai? Le bon ogre naïf lui dit, je l'ai mangé. Or, c'était maladroit. Vous qui cherchez à plaire, jugez ce que devint l'ogre devant la mer. Furieuse qu'il eut souper de son dauphin. Que l'exemple vous serve, aimez mais soyez fin. Adorez votre belle mais soyez plein d'astuces. N'allez pas lui manger comme cet ogre russe son enfant, ou marcher sur la patte à son chien. Il faut que moi je mette et dans ma mémoire et dans ma bouche ce phrasé et qu'on modifie les structures aussi, parce que parfois quand le thème a été écrit sur la première strophe, moi je me dis oh là là, le texte là ça sonne sur le premier couplet, mais il va falloir que je nourrisse le reste, donc là je dois me replonger dans le poème quand ça n'a pas été le cas au départ, en me disant bon bah alors ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre là, et puis de voir comment ça sonne justement. Mais qu'est-ce que tu as comme marge là quand tu travailles sur un texte d'auteur? Quand c'est dans le domaine public, j'ai quartier libre. Oui. Quand il y a des ayants droit, dans le cas par exemple de Guy Vic, Oui. Madame Guy Vic m'avait autorisé à faire des coupes dans les textes, D'accord. à condition que je ne change absolument jamais les mots et le sens, bien évidemment. Mais j'avais eu son aval, donc il a fallu que je la trouve, que je lui demande, qu'après je demande à l'éditeur en leur disant mais voilà, j'ai un courrier de Madame Guy Vic qui me dit qu'elle m'autorise, etc. Pour Claribel Alegria, où là le texte était écrit en espagnol, parce qu'elle était une nicaraguayenne. J'ai dû trouver son fils qui est navigateur et qui est toujours en mer. Donc j'ai dû retrouver un contact, parce que c'est un ayant droit, en lui demandant s'il m'autorisait à transformer un texte de sa mère, et en plus de l'adapter en français. Moi j'avais trouvé une adaptation qui ne me plaisait pas, et puis j'ai coupé dedans. Je m'étais dit, il faudrait peut-être que je garde une partie en espagnol, et une partie en français, donc on a essayé, donc c'était l'occasion de beaucoup de boutures avec les musiciens. Oh là là. Moi, pour réviser, je me note les mélodies comme ça. Ça fa 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 fa. Mais j'ai honte quand il y a un intervalle que je n'arrive pas à retenir, je prends une référence de musique. Je suis en train de chanter la mélodie et d'un seul coup je m'arrête sur la note, je me chante la mélodie référence pour trouver l'intervalle. Par exemple une carte, je sais que je vais marquer à côté. Je m'étonne que tu n'aies pas été tentée quand même au cours de ta carrière d'apprendre à lire. Évidemment que j'ai été tentée. C'est pas... Mais j'ai des petits cahiers où je le lis. Mais pour apprendre moi, quand je suis toute seule, pour m'en rappeler, je fais ça. Tu préfères entre utiliser nous. ce système, d'accord. Ça va plus vite que si je dois écrire, tu vois. Bon, bref. C'est marrant, parce que moi, j'ai appris la musique avant d'apprendre à écrire les lettres. Donc... Oui, c'est comme si je savais pas lire. Oui. Je sais. Pour moi, ça me paraît tellement plus simple de... Oui, non, c'est passionnant. Tu me dis ça, mais Romain me dit pareil. Il me dit, il se moque de moi. Alors j'ai envie de lui dire, tu sais, hein, mon grand, toi non plus, hein, tu sais pas lire la musique. Oui.
Tu vois, tu vas pas me crâner parce que tu trouves que c'est plus simple de regarder sur une partition. J'ai pas du tout envie de me moquer. Je trouve que justement, ça veut dire que tu n'es pas conditionné par cette écriture. Parce que l'écriture, ce n'est que des signes pour du papier. Or, quand tu chantes, c'est plus du tout du papier, c'est plus du tout des petits points, c'est autre chose. Oui. Et donc, ta notation est beaucoup plus proche de cette réalité-là. C'est ça que je retiens, moi, dans ce que tu me racontes. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, la chanson ressemble à une chanson et puis pas à un exercice de chant, quoi. Et puis surtout, Christiane, c'est que si je ne l'apprends pas par cœur avec mon système, oui, là c'est une carte, là c'est... eh bien, selon l'harmonie qu'il y a derrière, ma voix va se laisser inviter par une note qui me plaît, qui est dans l'harmonie. Je vais être attirée dans l'arrangement par un instrument qui va me polluer. D'ailleurs, quand j'enregistre, souvent, je demande qu'on enlève presque tous les instruments pour que je n'entende plus que l'instrument de base. Parce que si j'entends les arrangements, je vais phraser en tenant compte des arrangements. Ouais, ce que tu ne veux pas faire. Pas forcément, non. Oui, alors tu dis avec les musiciens. D'abord, on travaille toujours les unes chez les autres, parce que nous sommes amis, et ça, c'était très précieux. Je pense qu'on ne peut pas faire ça avec tout le monde. On a pu le faire parce qu'il y avait un même élan sur le projet, et un tel respect mutuel, et une telle qualité d'écoute. Et je cite Hélène parce que c'est elle qui était vraiment le pilier de toute cette mise en place. Donc, elle, je lui faisais écouter. Parfois, elle avait la grille, parfois, elle avait la partition. Et là, en fait, avant que ça se finisse sur une partition qui était déjà encore retouchée moult fois, elle me guidait sur ce que Romain avait écrit et puis redéfinir la tonalité. Et quand je souffrais sur une tonalité, parce que j'arrivais pas à atteindre cette note à ce moment-là, redemander à Romain, est-ce que tu veux bien que je fasse telle note à la place, où Hélène me disait, tiens, essaye ça, etc. Donc, on a dû faire tous ces aménagements. Et quand on était contente de ce stade-là, Hélène et moi, eh bien, il y avait à trouver maintenant comment pouvait s'inscrire Delphine au violoncelle. Et là, c'était des répétitions, elles, toutes les deux, ou elle avec moi. Et puis, on cherchait l'humeur, le rythme et le rôle de chacune. Voilà, elles travaillaient toutes les deux. Et puis, il y a des répétitions où je les rejoignais. Elles me montraient les arrangements qu'elles avaient conçus. Il y a des arrangements où je ne comprenais rien, où ça ne me plaisait pas. Et des arrangements où j'étais vraiment inspirée. Ça apportait beaucoup. Et alors, au finish, puisque c'est un programme qui a abouti sur scène, tu chantes donc par cœur. Donc, le travail d'assimilation, il se fait seul, ou bien tu pars d'un enregistrement de ce que tu as pu faire avec les deux musiciennes, ou bien j'ai tellement travaillé sur la structure et les mélodies, on les a tellement remâchées. Finalement, c'est rentré, ça y est. C'est rentré, et quand j'ai des difficultés, surtout quand on modifie quelque chose. Par exemple, je reviens sur Prière du poète, quand on la chantait sur scène, on était d'accord que ça devait être cette tonalité-là, mais je n'aimais pas forcément mon son à telle phrase, où je finissais par le chanter faux, et ça finissait avec quelque chose dans mon timbre de voix que je n'aimais pas, qui m'était pénible. Et donc, j'ai demandé parfois à Hélène, sur les chansons qu'elle avait composées, est-ce que tu peux me modifier la mélodie là, pour que je n'arrive pas systématiquement sur cette phrase mélodique à faire ça, parce que ça m'est vraiment pénible. Quand on arrive à ce moment-là sur scène, je me crispe et du coup je la chante pas bien. Donc elle m'a proposé un chemin différent. Et comme je savais que j'avais une porte de sortie, je me répète sans arrêt la mélodie avec le texte pour l'avoir bien et pour pouvoir être libre quand on est sur scène. Voici l'heure où les prés, les arbres et les fleurs, dans l'air dolent et doux, soupirent leurs odeurs. Les baies du lierre obscur où l'ombre se recueille, sentant venir le soir, se couchent dans leurs feuilles. Le jet d'eau du jardin qui monte et redescend fait dans le bassin clair son bruit rafraîchissant. La paisible maison respire au jour qui baisse
les petits orangers fleurissant dans leur caisse. Le feuillage qui boit les vapeurs de l'étang, lassé des feux du jour, s'apaise et se détend. Peu à peu la maison entr'ouvre ses fenêtres, où tout le soir vivant des parfumés pénètrent. Et comme elle penchait sur l'horizon, mon cœur s'emplit d'ombre, de paix, de rêve et de fraîcheur. Et comme elle penchait sur l'horizon, mon cœur s'emplit d'ombre, de paix, de rêve et de fraîcheur. Et puis il y a eu le stade où on a été sur scène, voilà, et on a pris un metteur en scène. Et là, le metteur en scène nous a apporté un regard extérieur pour donner du relief au concert. Et comme il est chanteur également, il s'appelle Laurent Viel et qu'il est comédien aussi, qu'il donne des masterclass et qu'il les guide pour les interprètes chanteurs, et qu'il me connaît comme sa poche puisque nous avons fait des concerts ensemble. Et puis alors il n'aime pas du tout la poésie. Je savais qu'il allait vraiment chercher à ce que ce spectacle devienne un répertoire accessible, pas juste pour les savants ou les amateurs de poésie. Et on a fait un premier travail en résidence dans un théâtre. Avant, on avait fait une étape dans un lieu de scène qui était un café-théâtre, qui était quelque chose de modeste, il n'y avait pas de mise en scène. On était encore au stade d'expérimentation du répertoire. Et donc, on lui a envoyé le déroulé de cela, entre un poème qui avait été mis en chanson et un poème qui était trop court, des espèces de petites virgules. Il y avait des textes qui n'étaient pas du même auteur, mais qui permettaient de créer des liens entre toutes les époques, entre tous les langages. C'était très intéressant finalement pour le sens du projet qu'il y ait des thèmes récurrents comme la recherche de réconfort dans la nature, la félicité de l'amour charnel, la désespérance de la perte de quelqu'un, etc. Bref, et selon les époques, ça faisait écho. Et d'un seul coup, sur scène, il y avait ces moments où il y avait des musiques de l'un avec un texte, par exemple, de Thomas Lino, qui est un contemporain, et puis, juste après, une musique avec une chanson de Marguerite Yourcenar. D'un seul coup, il y avait la toile se tissait. Et là, ce Laurent Viel nous a vraiment invités à donner des impulses parfois différentes de ce qu'on avait imaginé. Qu'est-ce qu'on entend par impulse ? Rythmiquement ou dans l'énergie. D'accord, ok. Dans la pulsation. Et aussi, quand il nous demandait d'être plus calme ou plus vive, dans la musique ou dans l'interprétation du texte, d'avoir des mouvements comme ça, des envolées, alléger ou appuyer le travail. Et c'était intéressant à ce moment-là, au niveau des musiciennes, d'être plus bavarde ou plus discrète. Ça a été aussi un travail de faire sonner les syllabes des textes, le phrasé, avec le phrasé des arrangements des instruments, pour que chacun ait sa place. Ah oui, et il m'avait demandé aussi d'écrire des textes personnels, des anecdotes de ma vie, pour ponctuer des moments du spectacle. Dans le spectacle, je dis, j'avais un grand-oncle, et je dis, il aurait interprété magnifiquement Ogrowski, voilà, du conte de Victor Hugo. Voilà. Et dans le CD, on n'entend pas ça, mais moi je l'ai vu sur scène. Oui, spectacle. Lui, il disait que c'était important pour lui, pour la dynamique du spectacle, et pour le spectateur, qu'il y ait quelque chose de personnel, et puis il y tenait aussi ça marche pour moi. D'ailleurs, ça marche très bien. Ben, merci.
quand je suis revenue de Bretagne, après cette première partie de résidence qui avait duré 5 jours au théâtre de banlieue, j'ai visionné et j'étais navrée parce que je trouvais qu'on avait été trop loin dans la mise en scène et qu'il y avait quelque chose qui ne nous ressemblait pas et qui était trop démonstratif. Donc, nous avons réduit la voilure. Et c'était très intéressant parce qu'on avait beaucoup appris, malgré tout, de ces dynamiques qu'il nous avait demandé. Il nous a fait revisiter des textes. Bon. D'accord. Et on s'est rendu compte que le son de Pantoum, c'était vraiment notre expression de douceur et ultra féminin, en fait, et de notre nature aussi. Il reste une étape, c'est celle de l'enregistrement, Voilà. qui est quand même particulière parce qu'il y a des albums qui se font uniquement à partir du studio, alors que là, vous avez enregistré un spectacle qui existait, qui avait été défini pour la scène. Alors moi, la question que je me pose, c'est comment peut-on retrouver devant un micro l'investissement émotionnel qu'on a face à une salle? C'est une restitution de notre travail, mais qui doit être accessible à quelqu'un qui n'a pas le visuel. Oui. C'est dynamique dans le spectacle et à l'intérieur des chansons. C'est quelque chose que je ne souhaitais pas faire dans le studio parce que d'un seul coup, le trait est beaucoup trop gros. Comme il n'y a pas le visuel avec les lumières, Oui, les justement. mouvements, les déplacements, Voilà. l'humour et puis toutes les parties intermédiaires. Et nous n'avons enregistré que des chansons, sauf une musique avec un texte parce que nous y tenions. On a dû revisiter et redéfinir toutes les parties. Donc ça a été l'occasion de nouvelles répétitions. Et là, la difficulté, en ce qui me concerne, ça a été d'en faire moins et de ne pas appuyer, pas surarticuler, pas jouer. Et vraiment être le plus sobre possible, mais en n'étant pas avec un encéphalogramme plat et en n'obligeant pas l'auditeur à suivre mon ressenti uniquement. D'accord, quelque chose d'un peu plus Pas objectif. l'emprisonner, voilà, Quelque pas chose. l'emprisonner dans mon C'est ça, ressenti. d'accord. Donc mettre cette distance, mais en étant vraiment impliqué quand même, parce que a priori un disque aujourd'hui, ça se vend plutôt aux personnes qui partent du concert et qui ont envie de Oui. retrouver quelque chose. Est-ce qu'à ce niveau-là, le preneur de son a quelque chose à dire? Ah mais que oui, Oui. parce que le preneur de son doit respecter le son que nous avons toutes les trois. Oui. Donc lui doit respecter, mais est-ce qu'il a des requêtes? Est-ce qu'il vous a demandé, Bah oui. lui aussi, des choses? L'ingénieur du son avait besoin de faire quelque chose qui lui paraissait cohérent par rapport à ce qu'on envoyait, et en même temps, il savait qu'il fallait qu'il nous mélange après, qu'il nous mixe, et que... Qu'est-ce qu'il a pu vous demander? Il nous a pas demandé Il grand-chose. vous a pas demandé grand-chose. De la présence dans notre instrument. Mais on enregistrait très vite. On a fait les 18 enregistrements en 3 jours. Et on a enregistré 2 ou 3 fois chaque chanson. Et puis il y a des morceaux où finalement on n'était pas très contente de moi. Et donc il y a 2 morceaux où on est revenu, où elles ont enregistré toutes seules. Et j'ai réenregistré après. Donc tu avais leur musique au casque, je Au suppose. casque, Voilà. et moi je chantais par-dessus ça. Je voulais te dire quelque chose par rapport à ce qui te passionne. Tu vois, sur le plan morphologique, moi je n'ai pas une grande avancée mandibulaire. Et donc, il y a des phonèmes que j'ai du mal à faire sonner. Lesquels? Les B, les N. Les sons antérieurs, quoi. Voilà. Et puis aussi, comme je me suis mise dans le chant intuitivement, je suis mal placée aussi quand j'étais jeune. Donc j'ai forcé sur mes cordes, et puis j'ai eu des nodules, j'ai dû les faire opérer. Ah bon? Donc après l'opération, je me suis rendu compte que je gardais mon timbre. Mais après, je me suis dit, mais au début de ma carrière, quand j'ai eu du succès avec Les yeux ouverts ou Juste quelqu'un de bien, qui sont les 2 titres qui m'ont fait connaître et aimer, j'avais la voix cassée. Ah bon? Mais oui. Et après avoir été opérée, j'avais le même timbre, mais il n'y avait pas ce petit côté accidentel. Et je me suis toujours demandé si ce que les gens avaient aimé chez moi, ça n'avait pas été ce petit côté petit chat de la rue. Mais moi, j'étais contente de ne plus l'avoir parce que j'avais la voix moins fatiguée. Donc si j'aimais mieux, et puis je forçais de moins en moins, et puis bon, bref. Après, j'ai fait une formation de professeur de chant en musiques actuelles, et où je me suis rendu compte qu'effectivement, avec le micro, on pouvait faire vraiment n'importe quoi. C'était une autre technique, on ne respectait pas forcément le naturel de la voix. Et plus tard, j'ai découvert la technique du chant avec le Feldenkrais, qui vraiment respecte la voix naturelle. Et finalement, le soutien, c'est le relâchement.
Donc à 65 ans, je commence à comprendre les vertus de mon outil. Tout c'est possible. Mais j'ai eu du succès quand j'étais une innocente. Et donc aujourd'hui, j'ai follement envie de travailler. Parfois, quand j'arrive pas à passer une note, je sais que c'est parce que je suis sur un sol. Le sol n'est pas mon ami. Le fa dièse, ça va. Et quand je travaille avec des compositeurs ou quand il y a des mots à faire sonner, je sais que dans cette zone-là, Mais ça, c'est normal. Mozart, quand il écrivait un air pour un chanteur, il le taillait sur mesure. Il lui disait... mais ça n'est plus comme ça. Aujourd'hui, le chanteur n'est plus obligé de passer par-dessus l'orchestre, puisqu'on a des micros. Mais dans le choix d'un texte, le merveilleux auteur est celui qui ne s'amuse pas à mettre des i sur des notes qui ne vont pas être faciles. J'ai écouté une de tes émissions où la fille disait qu'elle savait qu'on avait le droit, et ça m'a vraiment réconfortée. Elle disait qu'elle, à telle hauteur, pour telle personne, elle sait qu'elle ne va pas chanter le i, elle va chanter un e. Voilà. Et c'est pas grave, mais moi ça, avant de l'entendre, quand on est un innocent qui aborde un texte et qui se dit mais non, je vais chanter faux, on se crispe. On est bourré de complexes. On est bourré de complexes. Toujours. On a des croyances négatives. Et c'est pour ça que finalement, le travail, la fréquentation, les expériences, les autres instruments, c'est merveilleux. Et je crois aussi que ce qui fait le prix d'une chanson, c'est l'authenticité de l'interprète. Tu disais que tu avais enregistré tes premiers albums avec une voix cassée. Moi, je pense que les gens n'entendent pas ça. C'est pas ça qu'ils entendent. Ils entendent la sincérité, ils entendent l'engagement de l'interprète. C'est comme Armstrong, il a une voix abominable. Et pourtant, on l'adore. Pourquoi ? Parce que c'est lui. Voilà. Je pense que ta voix a évolué, mais à chaque étape, c'est toujours toi qui cherches à être au plus près de ta vérité. Et c'est ça qui fait le prix du résultat. Si je devais parler à quelqu'un, je lui dirais ce que tu es en train de me dire. Mais comme c'est ma voix dont je parle là, je mets ça sur le compte qu'inconsciemment les gens aiment les petits chats de la rue cabossés. Non, c'est pas ça. Je pense que les goûts changent. Beaucoup d'interprètes et beaucoup de compositeurs le disent. Comment ça, j'ai pu écrire ça il y a 20 ans mais ça ne veut pas dire que ce qui a été fait à 20 ans est moins bien que ce qui a été fait 20 ans après. Et ça prouve qu'on évolue et puis que justement qu'on s'ennuiera jamais, quoi. Et puis ça donne envie de vieillir. Tu vois, quelqu'un qui, je sais pas, comme Rossini se dit ça y est, j'ai trouvé mon truc. Et puis il fait du Rossini du début jusqu'à la fin. Bof. Oui. Sans doute, tu as raison. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Merci. En tout cas, merci infiniment. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire quelque chose de bien.